J'étais parti me refaire un café. Bon, alors, P égale NP. C'est le nom donné à ce problème, et c'est vrai que c'est quand même assez sobre, voilà. Donc d'ailleurs, je pense qu'on devrait rendre hommage aux mathématiciens qui l'ont découvert, hein, parce qu'on est bien loin des conjectures de machin, ou de l'hypothèse de bidule. Tu vois, non, c'est vraiment P égale NP, voilà. Donc, j'ai nommé Stephen Cook et Leonid Levin, qui l'ont découvert de manière complètement indépendante, tous les deux en 1971. C'est-à-dire qu'ils s'étaient absolument pas concertés, mais ils l'ont découvert en même temps. Genre dans des publications scientifiques différentes. Bref, du coup, c'est quoi ce problème? Alors, pour commencer, est-ce que vous savez ce que c'est que l'informatique? Ouais. Bon, c'est complètement con, mais je vais quand même le rappeler. Alors, l'informatique, c'est la science des programmes informatiques. Donc, en gros, effectués par des machines. Et ce problème, il touche un champ très particulier de cette science, c'est-à-dire l'informatique théorique. Bon, alors en gros, l'informatique théorique, c'est vraiment l'étude des algorithmes ouais, c'est ça, des problèmes qui touchent à la discipline, mais sans forcément trop bidouiller, voilà, du code ou quoi. C'est trop théorique. Et pour vous présenter ce problème, je vais devoir vous introduire à la notion de complexité de problème. Et donc, pour ça, métaphore. Bon, alors, faut savoir que l'Institut Clay, il donne des petits exemples pour illustrer les problèmes qu'il montre aux gens. Et donc, bah, je vais reprendre leur exemple. Bon, alors imaginons votre boulot, à vous, c'est de donner des logements étudiants. Bon, et aussi on imagine que vous n'êtes pas dans un pays complètement dystopique où la précarité étudiante est un vrai problème, mais passé sous le silence, au point que certains étudiants qui n'en peuvent plus vont carrément s'immoler par les flammes devant des prousses. Je vois pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Donc, votre job, c'est de filer des logements à des étudiants sur un campus universitaire. Le problème, c'est qu'il ne vous reste que 100 places et vous avez 400 étudiants qui vous demandent un logement. Donc bon, au début vous dites, bah, c'est simple, je regarde le dossier de chacun et puis bon, bah, je prends les meilleurs. Non. Et donc le doyen de l'université, qui a l'air d'avoir vraiment à cœur de vous faire chier dans votre travail, vous a filé une liste d'élèves, en gros, des combinaisons d'élèves qui ne peuvent juste pas se blairer. S'ils se retrouvent sur le campus, il y aura mort d'homme, ce sera vraiment le bordel. Il n'y a qu'une seule combinaison de 100 étudiants possible, voilà, pour qu'il n'y ait aucun élève incompatible, et voilà. Bon, alors si on donnait cette liste à un programme informatique, bah, en gros, il serait très simple pour lui de la vérifier, tu vois. Il suffit de regarder chaque élève et de voir si dans la liste, bah, il y en a d'autres qui sont incompatibles avec lui. Et finalement, il peut dire si oui ou non la liste est valide. Maintenant, si on te demande à toi de la faire, cette liste, tu vas en chier, pour la simple et bonne raison que le nombre total de possibilités est égal à 6,40, 30, 40, 50, 2, 28, 46, 62, 38, 95 fois 10 puissance 868. Donc pour les deux du fond, c'est un 64 avec 868 zéros derrière. Ce qui fait beaucoup. Alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre d'atomes dans l'univers, il est estimé à 2 fois 10 puissance 79. Ça fait beaucoup de possibilités. Et à ce jour, aucun super ordinateur ne serait juste capable de générer une telle liste. En fait, ça lui prendrait probablement des milliers, des milliards d'années pour juste vérifier toutes les possibilités. Ce serait vraiment le bordel. Et donc ça vous donne une idée de la notion de difficulté en informatique. C'est-à-dire qu'en gros, on a des problèmes qui sont assez simples, comme la vérification de la liste de 100 étudiants qui nous a été fournie. Et c'est ce qu'on appelle une complexité linéaire. Donc pour rester sur l'exemple d'une liste, ça veut dire que en gros, si ta liste contient 100 éléments, ton programme il va la lire une seule fois pour lire les 100 éléments. Voilà, et en gros, si tu doubles le nombre d'éléments, bah, le programme il mettra juste 2 fois plus longtemps à s'exécuter. Aussi simple que ça. La difficulté augmente de façon linéaire. Et tous ces problèmes, on les range dans un ensemble qu'on a appelé P. Voilà, donc ça c'est les problèmes P, c'est ceux que tu vas rencontrer généralement lorsque tu fais de la programmation classique. Maintenant, P, il appartient à un ensemble encore plus grand. C'est un ensemble qu'on a appelé NP.
NP, lui, il contient aussi tous les problèmes à complexité dite non linéaire. Donc en gros, c'est des problèmes comme la génération de la liste d'étudiants, qui est juste impossible, tu vois. Mais c'est aussi par exemple la décomposition d'entiers en produits de nombres premiers. C'est-à-dire que là maintenant, si tu dois générer la liste, et que là on double le nombre d'étudiants, ça va pas juste doubler le temps d'exécution du programme, ça va le multiplier de manière juste complètement exponentielle. Et donc il y a d'autres algorithmes aussi assez singuliers, genre par exemple les algorithmes de pathfinding dans les jeux vidéo, donc en gros comment aller d'un point A à un point B en esquivant certains obstacles, qui font partie de cet ensemble. Donc on sait que tout problème P appartient à NP. Maintenant le problème c'est de savoir si l'inverse est vrai. Alors, comme ça peut sembler stupide. Ça l'est peut-être, on sait pas. Mais dites-vous que si c'était partie des problèmes du millénaire, ça veut dire que des personnes très intelligentes y ont réfléchi, et que c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Donc ça veut dire que, peut-être que depuis le début, il y avait une solution vachement plus simple à des problèmes comme celui de la génération de la liste. C'est simplement qu'on était trop cons pour les trouver. Ça fait réfléchir quand même. Alors, si je puis me permettre d'exprimer mon humble avis, je trouve que ce problème, c'est très clairement le plus captivant de tous. Premièrement, parce que ça sous-entend que tous les mathématiciens les plus intelligents et les plus brillants que la Terre ait jamais portés étaient finalement que des idiots incapables d'ingéniosité pour trouver des moyens de contourner certains problèmes. Donc déjà, ça me fait beaucoup rire. Mais aussi le fait qu'une fois que ce problème sera résolu, ce sera le chaos total. Non mais est-ce que vous avez une seule idée de tous les algorithmes de sécurité qui se basent sur le principe que décomposer un nombre en produit de nombres premiers, c'est juste impossible. Enfin, ça prendrait beaucoup de temps à le faire. Trop de temps pour que ce soit juste utile. Il y a beaucoup d'algorithmes de sécurité qui se basent là-dessus. Vos cartes bancaires, la blockchain, tout ça. Les big data, des GAFAM, les données classées secrètes des divers gouvernements. S'il y a quelqu'un qui trouve une solution à ce problème, ça veut dire que tout ça là, ça saute. Est-ce que tu imagines le chaos dans les rues? Alors bon, même si sur le long terme la résolution de ce problème pourrait, parce que rien ne prouve que effectivement P égale NP, ça pourrait mener à d'immenses avancées dans le domaine informatique, on devrait quand même s'attendre à un joyeux bazar dans les années qui suivent sa résolution. Bref, on verra bien. Problème suivant. Conjecture de Poincaré. Bon, j'ai menti. J'ai menti parce que il n'existe pas, cette problème du millénaire. Enfin, il n'en existe plus, 7. Alors bref, ouais. Ce problème, il a été résolu en 2003 par Grigory Perelman, un mec qui voulait absolument pas qu'on parle de lui, donc Michel, je suis désolé de pas te respecter. Mais bref, pour vous parler de cette conjecture, on va devoir parler de topologie. Et alors, comme j'ai déjà expliqué les bases de la topologie avec la conjecture de Hodge, je vous invite à retourner à ce timecode, et si j'ai pas été assez clair, parce que je suis très mauvais dans ce que je fais, bah je vous invite tout simplement à aller regarder la vidéo de LJJ, qui est dans la description, qui en parle probablement beaucoup mieux que moi. Si vous n'avez pas les bases, allez voir la vidéo de LJJ. Donc, simple, basique. Bon, alors, on va faire quelques rappels quand même. On appelle variété un objet à la surface de laquelle on peut se déplacer. On dit que cette variété est de dimension n en fonction du nombre de paramètres nécessaires pour se déplacer à sa surface. En gros, c'est la dimension de la surface de l'objet. Donc genre par exemple, la surface d'une sphère est en 2 dimensions, donc une sphère est une variété de dimension 2. Cette variété peut être dotée ou non de bords, donc des espaces où les déplacements sont restreints. Et si une variété partage quelques propriétés avec un objet de dimension n plus 1, on dit qu'elle lui est homéomorphe. Voilà. C'est clair? Maintenant qu'on est tous à la même page, on peut partir sur les choses sérieuses. Alors déjà, on va commencer par énoncer la conjecture telle qu'elle a été posée par Henri Poincaré en 1904. Soit une variété compacte V simplement connexe à 3 dimensions et sans bords. Alors V est homéomorphe à une hypersphère de dimension 3. Alors, j'ai aucune raison de me chier dessus, je suis absolument seul chez moi depuis plusieurs jours maintenant, et ma machine à café s'est mise à marcher toute seule. Alors, on panique pas, c'est normal si on n'a pas tout compris. On va poser le problème différemment. Toute variété compacte, simplement connexe et sans bord à 3 dimensions est homéomorphe à une hypersphère.
Bon, ok, ça nous avance pas plus. On va peut-être y aller étape par étape, hein, pour comprendre chaque terme de la question. Donc on va commencer par le terme compact. Bon, alors en topologie, on considère toutes les dimensions positives non nulles. Donc en gros, ça veut dire qu'on peut parler de variété de dimension 1. Bon, genre un segment. Voilà. C'est une variété à bord de dimension 1. De dimension 1 parce que tu peux te déplacer que dans un sens sur un segment. Et à bord parce que bah il est bloqué en fait, il est limité, c'est un segment. Alors forcément vous devez vous demander à quoi ça ressemble une variété sans bord de dimension 1. Bah en fait c'est juste un cercle. Voilà. Tu ne pourras jamais être arrêté à la surface d'un cercle, tu vas tourner indéfiniment comme un rond. Alors bon, non, on dit que c'est homéomorphe, un cercle, parce que par exemple un carré ça remplit le taf aussi. Un losange, un triangle, tout ça c'est homéomorphe à un cercle en topologie. Bon, maintenant on va étudier le signe suivant. Comment est-ce que vous le qualifieriez? Vous buguez? Bah, c'est normal. En fait, c'est probablement lié au fait que la variété en question est séparée en deux parties individuelles et indépendantes. Si tu te déplaces à la surface d'un des traits, tu pourras pas passer à l'autre, comme ça. Je rappelle qu'il est interdit de sauter, hein, en topologie. Donc, on dit dans ce cas que la variété n'est pas connexe. Si notre variété est composée d'un seul morceau et que celui-ci ne comporte aucun trou, on dira qu'elle est simplement connexe. Donc par exemple, si tu prends un tore, il y a un trou dedans, donc lui il est connexe. Mais la sphère, il n'y a aucun trou, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc elle est simplement connexe. Faire la distinction, c'est important parce que c'est dans les termes de la question. Bon, et alors pour pas complexifier les choses, on va rester sur des variétés de dimension 1. Donc si je vous demande de visualiser une droite, c'est-à-dire un segment infiniment long dont les deux côtés s'étendent à l'infini. Selon vous, est-ce que la droite elle est homéomorphe à un cercle ou à un segment? Bah, la réponse est aucun des deux. La droite, elle est sans bord, donc elle n'est pas homéomorphe à un segment. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas non plus homéomorphe à une sphère, puisque si tu la parcours sur une distance, tu ne reviendras jamais à ton point de départ. Donc c'est-à-dire qu'il existe un autre paramètre pour définir une variété. Alors, je vais casser le suspense, hein, il s'agit de l'étendue de son espace. Dans le cas du segment ou du cercle, on a affaire à des variétés finies, donc vous pourriez les dessiner avec un crayon, entièrement. On dit qu'elles sont compactes. Mais genre la droite, elle est infinie et je vous souhaite bonne chance pour la tracer avec un crayon vu que ça va vous prendre l'éternité. Donc dans ce cas, on dit qu'elle est non compacte. Donc pour reprendre l'exemple de Mario, il vit pas simplement dans une variété de dimension 2 homéomorphe à un cylindre, il vit dans une variété de dimension 2 compacte et connexe de dimension 2 homéomorphe à un cylindre. Je crois que j'ai répété 2 fois dimension 2. Donc on pourrait prendre un autre exemple, hein, c'est le plan R2. Donc c'est le plan 2D classique dans lequel vous faites de la géométrie, genre au collège et au lycée. Ce plan, c'est une variété non compacte, simplement connexe, de dimension 2. Et oui, je sais, c'est compliqué, mais on n'a pas fini. Bon, alors maintenant qu'on a vu à peu près tout ce qui fait partie du lexique, j'ai bien dit à peu près, on peut répondre à la question que vous posez tous. Mais qu'est-ce que le fuck est une hypersphère? Alors, vu le nom, vous attendez probablement à un truc de badass, du genre, waouh, la quatrième dimension, ouais. Le problème, c'est que là, je suis bien emmerdé parce que je ne peux pas vous en montrer. Tout simplement parce que ça implique de vous faire comprendre ce qu'est la quatrième dimension et c'est compliqué. Mais bon, on va se permettre une expérience de pensée. Bon, imaginons que vous êtes un carré plat qui vit dans un monde en 2D et qu'un jour, il y a une sphère qui décide de se trimballer dans le monde en 2D. Donc votre vision du monde en 2D, ça équivaut à une ligne avec des choses qui passent devant. Donc si la sphère passe à travers le plan en 3D, finalement, ça donne un truc à peu près comme ça. Dans notre réalité à nous, une hypersphère qui passe dans le même plan en 3D que le nôtre avant de repartir sur un autre plan en 3D via la quatrième dimension, ça ressemble à peu près à ça. C'est à peu près tout ce que je peux vous montrer d'une hypersphère parce que on n'est pas fait pour se représenter à la quatrième dimension. C'est juste impossible pour nos cerveaux. Du coup, je ne vous montrerai pas d'hypersphère. Voilà. Me regarde pas comme ça, franchement. Putain, tu fais chier. Bon, voilà. Tu la vois ton hypersphère? Tu l'as vu? Voilà, t'es content? Retire ton commentaire de merde. Bon, et donc maintenant qu'on a tous ces éléments, on peut comprendre à peu près la conjecture de Poincaré qui a été reformulée par Perelman, donc le mec qui a découvert la solution au problème. Et donc on va appeler ça le théorème de Perelman à partir de maintenant, parce que c'est plus une conjecture, ça a été prouvé. Donc le théorème de Perelman dit
Toute variété compacte, simplement connexe et sans bord à 3 dimensions est homéomorphe à une hypersphère. Alors maintenant, on va parler un peu de ce Grigori Perelman, hein, celui qui ne voulait pas qu'on en parle, je le rappelle. Mais comme je suis irrespectueux et méchant, on en parle quand même. Hein. Alors c'est lui qui a établi le théorème de Perelman, forcément, en résolvant la conjecture de Poincaré en 2003. Et ce type est quelqu'un de très particulier. Il avait découvert la solution bien avant. C'est simplement qu'on n'avait pas fait gaffe. En fait, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui découvre la solution à un problème du millénaire, c'est-à-dire que ça se saura très rapidement, il y a internet, tout ça. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, il avait fait diverses conférences et il avait publié quelques papiers, et finalement, ça a pris du temps pour que l'Institut Clé se rende compte. Et attendez une minute, notre problème, il a été résolu. Et bref, c'est comme ça qu'on lui a proposé du coup 1 million de dollars, qu'il a refusé. Il a aussi refusé de se présenter à la remise de sa médaille Phil. C'est pour vous donner une idée, l'équivalent des Oscars pour les mathématiciens. Sauf que là, au lieu d'avoir Emma Watson et Brad Pitt assis dans les rangées, c'est des vieux mecs boutonneux avec des calculatrices dans la poche de leur chemise. Ce qui fait un peu moins plaisir. On peut à la limite le comprendre, le pauvre Perelman. Et il est donc parti vivre chez sa mère à Saint-Pétersbourg. Et dans une de ses très rares interviews, il aurait dit je sais comment diriger l'univers. Dites-moi alors à quoi bon vous courir après 1 million de dollars. Voilà, alors ça c'est la belle version de l'histoire. La vérité c'est que cette interview est très contestée et il est très probable qu'il n'ait jamais dit ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est une réplique cingante, effectivement, c'est classe. Après, je t'avoue que moi j'aurais pas craché non plus sur le million, hein. Contrôler l'univers et avoir 1 million de dollars, c'est vrai que c'est. Bon, c'est pas mal, hein. Bref, c'est à peu près tout sur la conjecture de Poincaré. Donc maintenant, bah. On passe à la suite. Donc maintenant, c'est. L'hypothèse de Riemann. Bon, alors. Je vais me refaire un café. Bon, l'hypothèse de Riemann. Il est communément considéré comme le problème le plus difficile de tout se poser par l'Institut Clay. C'est pas le plus difficile à comprendre comme la conjecture de Birch et Swinnerton d'ailleurs. Il est juste très chiant. Voilà, c'est extrêmement compliqué. Donc ici, je ne vous promets pas que vous comprendrez tout, même si normalement, si vous êtes en Terminal S, ça devrait aller, franchement, c'est pas mal de concepts qu'on a déjà vus. Mais dans tous les cas, peu importe votre filière, vous pourrez briller en société en évoquant les zéros non triviaux au détour d'un repas de famille. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette hypothèse? Alors, un mathématicien rigoureux, il vous donnera cet énoncé. Tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont pour partie réelle un demi. Ça nous avance pas des masses. Tout commence par notre pote Leonhard Euler. C'était un mathématicien hyper renommé du 18e, et en 1734, il s'attaque à un problème aujourd'hui connu comme le problème de Bâle. Bref, ce problème, il s'intéresse à la somme des inverses des carrés. Donc, grosso merdo, une expression de ce type. On pourrait tenter de répondre que la somme, elle atteindra l'infini, hein, parce que forcément, si tu ajoutes une infinité de nombres ensemble, bah, il y a forcément un moment où... Bah, c'est l'infini. Sauf que le problème, c'est que c'est faux. Hein, c'est ce qu'on appelle une limite. C'est-à-dire que votre somme, elle va s'approcher d'un nombre à l'infini. Elle se rapprochera toujours de ce nombre, mais ne l'atteindra jamais. Mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez, elle sera toujours de plus en plus rapprochée de ce nombre. Il y aura toujours un moment, genre... vous pourrez toujours trouver un moment où la somme, elle sera exactement ce nombre à 0,000001 près, mais elle n'atteindra jamais le nombre. Et bien, Euler, il a fini par trouver, en bidouillant un peu avec la fonction sinus, parce que Euler, il tentait toujours des trucs chelous, il a fini par trouver que le nombre, c'est pi carré sur 6. Mais bon, Euler, il se fait un peu chier dans sa vie, honnêtement, et du coup, il décide qu'il va pas regarder juste les carrés, il va aussi regarder les puissances 4. Et il trouve que là, ça fait pi puissance 4 sur 90. Et comme il se fait vraiment chier, il décide qu'il va tester la même chose pour les puissances de 6, puis pour les puissances de 8, tout ça. Et finalement, pour les puissances de 6, il trouve pi sur 6 sur 945. Il décide de se ramener avec une formule qui donne finalement le résultat de la somme, enfin, en tout cas la limite de la somme. Et c'est la suivante. Ouais. Je vais même pas tenter de l'expliquer parce que moi-même je ne comprends pas trop ce qui se passe. On va se contenter de savoir que cette formule existe. C'est déjà suffisant. Alors cette formule, elle marche juste pas pour les puissances impaires. Du coup, Leonhard, il bloque complètement.
Alors, sauf pour la puissance 1, où la somme vaut l'infini. Voilà, donc la somme, elle augmentera sans jamais s'arrêter. Bref, du coup, par exemple, pour les puissances 3, ils trouvent rien. Pour les puissances 5, pareil. Et en fait, ça leur merde pas mal, parce que du coup, il se retrouve dans une situation où il est bloqué. Et comme c'était un génie, bah, il n'avait pas trop l'habitude de ça, Leonardo. Et bref, peut-être que vous dites qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution, bah non, que dalle, justement. Ça, c'est tout le problème de la fonction de zeta de Riemann. Parce que en gros, Riemann, un autre mathématicien, mais du 19e siècle, lui, il invente la fonction zeta, qu'on nomme par commodité z de s. Voilà, donc en gros, ça fait ça. Voilà. Vous comprenez à peu près? Zeta de 2, ça donne pi au carré sur 6. Zeta de 4, ça donne pi à la puissance 4, divisé par 90. Bref, vous avez compris. Sauf que du coup, rien ne nous empêche de regarder ce qu'on obtient avec des nombres à virgule. Ou encore des nombres inférieurs à 1, tu vois, parce que c'est une fonction, on peut mettre ce qu'on veut dedans, ça marche. Et alors, spoiler, ça n'a pas grand intérêt, parce que ça nous donnera systématiquement un résultat infini, en fait. Et alors, Riemann, puisque c'est un gros blagueur, il s'est dit, tiens, mais si on rentrait dans la fonction des nombres qui n'existent pas? Et alors là, les enfants, on arrive aux nombres complexes. Bon, alors les nombres complexes, si vous êtes en terminale S, vous savez forcément ce que c'est, parce que vous avez le bac dans quelques mois, Non. et que vous avez révisé, Non. bande de fifous. Les autres, ça va être compliqué, donc accrochez-vous. Depuis le collège, vous devez savoir qu'il y a des équations qu'on peut pas faire. Hein, si vous tombez sur une équation comme ça, bah juste c'est ballot, il n'y a, y a pas de réponse. Ça emmerdait bien les mathématiciens quand même parce qu'ils n'arrêtaient pas de tomber sur ce genre d'équation et au bout d'un moment ils ont dit bon bah ça casse un peu les couilles. Donc du coup ce qu'ils ont fait c'est que ils ont pris une équation qu'ils réussissaient pas à résoudre, genre la racine carrée de moins 1, je veux dire c'est impossible. C'est la racine carrée de moins 1, c'est stupide. Aucun nombre multiplié par lui-même donne moins 1. Et ben ils ont dit bah, on va inventer un nombre magique, voilà, ils l'ont appelé i. Donc i c'est la racine carrée de moins 1, c'est ce qu'on appelle un nombre imaginaire. Voilà, ne cherchez pas dans la nature, vous ne retrouverez aucune représentation de i. Et donc maintenant ce qui se passe c'est que en inventant i, les mathématiciens ils ont créé un ensemble entier de nombres qui sont donc constitués de ce qu'on appelle une partie réelle, donc un nombre classique, voilà, plus i multiplié par un autre nombre. Voilà, donc maintenant, c'est ce qu'on appelle un nombre imaginaire. À partir du moment où un nombre a une partie imaginaire, il a ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les nombres complexes, les enfants. Et donc, grosso modo, on les écrit comme ça. Voilà. Et donc, Riemann, comme il se faisait vraiment chier, il s'est dit, tiens, mais si on appliquait la fonction de zeta au plan complexe? Et bah, Riemann était un sacré chieur. Bon, alors, on va prendre n'importe quel nombre à entrer dans la fonction. Un nombre complexe, donc genre par exemple 2 plus i. Voilà, c'est un nombre complexe. Donc, si on rentre 2 plus i, ça nous donne ça. Voilà, c'est bon, vous suivez. Je vous passe les détails de la résolution du problème, parce que c'est très chiant et franchement, même moi je trouve ça chiant de ouf. Alors, le problème, c'est que maintenant, si on tente de rentrer 1 plus i, on ne trouve rien. Rien, c'est-à-dire même pas l'infini, il n'y a pas de solution. Ça, ce sera le cas pour tout nombre complexe dont la partie réelle, donc le x, sera égal ou inférieur à 1. Sauf que les mathématiciens, ils veulent savoir, et les mathématiciens, ils sont bornés. Donc du coup, ils se disent, bah écoute, s'il n'y a pas de solution, on va les inventer. Non, mais il va vraiment falloir arrêter de vouloir inventer des trucs à chaque fois que tu trouves pas de solution dans les maths, hein, ça commence à devenir casse-quoi. Ils font ce qu'on appelle un prolongement de la fonction, donc c'est-à-dire t'essaies de voir à quoi ressemblerait la fonction si on étirait les résultats à ce niveau-là. En gros, c'est des probas, des dérivés et beaucoup de patience, c'est très long, c'est très chiant, mais ils l'ont fait. Et donc là, ils se sont rendus compte que la fonction était holomorphe. Quoi que ça veuille dire. Bon, alors en gros, si la fonction est holomorphe, ça veut dire que c'est beaucoup plus simple de la prolonger, en fait, ça épargne beaucoup de boulot. Sans rentrer dans les détails, c'est ça. Et donc maintenant, ça nous rend des trucs incroyables, parce que c'est-à-dire que si on met 0 dans la fonction de zeta, on obtient moins 1 demi. Donc ça veut dire littéralement qu'il n'est pas complètement con de dire que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'infini est égal à 1 demi. Ouais, ça trouve le cul, mais... C'est chelou? Assurément. C'est fini? Non. Parce que cette fonction aurait pu être une fonction complètement random, inintéressante, et ça se serait arrêté là. Sauf que Euler, il s'est dit, tiens,
Mais si je lui trouvais un lien avec les nombres premiers? Euler, t'es un sale con. Donc en gros, ça veut dire que maintenant, cette fonction, elle pourrait faire le lien entre l'arithmétique, donc l'étude des nombres, et l'analyse, donc l'étude de fonctions complexes. Et donc ça veut dire que en gros, on pourrait résoudre tous les problèmes d'arithmétique, donc tous les problèmes avec des nombres normaux, tous les problèmes de simples mortels, en passant par l'analyse. Sauf que pour ça, il faut craquer la fonction de zeta. Et donc, pour craquer la fonction de zeta, donc pour la connaître parfaitement, il faut qu'on connaisse toutes les valeurs pour lesquelles elle est égale à 0. Sauf que le problème, c'est que on sait pas comment faire. Bon, par exemple, on est capable de dire que les nombres comme -2, -4, -6, et en fait tous les entiers pairs et négatifs, bah, ils sont égaux à 0. Ça, on le sait, on l'a prouvé. Et ça, ces entiers négatifs, on les appelle zéros triviaux. C'est-à-dire que, en gros, c'est des nombres, on peut les écrire sur du papier, tu vois, genre -6, tu l'écris, c'est pas compliqué, hein. Sauf que la fonction, elle s'annule aussi sur des points qui semblent complètement random, comme 0,5 plus 1, 14,1347 et une infinité de nombres juste derrière fois i, ou encore 0,5 plus 21, 0, 22, 3 petits points, i. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les zéros non triviaux, c'est-à-dire qu'on ne serait pas capable de les écrire entièrement. Les nombres sont irrationnels, on ne peut pas les écrire. Ça c'est ce qu'on appelle des zéros non triviaux de la fonction. Et on s'est rendu compte que tous ces zéros non triviaux, en tout cas ceux qu'on avait découverts, ils avaient pour partie réelle 0,5. Donc ça veut dire qu'en gros, le petit x, à chaque fois, il était égal à 0,5, soit un demi. Et donc là, l'hypothèse de Riemann, elle devient vachement plus claire. Tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont pour partie réelle un demi. Donc maintenant, là, si vous avez à peu près compris tout ce que je vous ai dit, ce qui n'est pas évident parce que j'explique très mal, mais bref, en gros, vous avez compris ce que c'est que la fonction de zeta. Et ça vous semble relativement simple. Ça ne l'est pas. Prouver cette affirmation est compliqué. Genre très compliqué. Sauf que si on réussissait à le faire, on serait capable de vachement de choses et ça foutrait à peu près au moins autant le sbeul que si on résolvait P égale NP. Bon, et ça s'explique par le fait que Leonhard Euler, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait trouvé un lien entre cette fonction et les nombres premiers. Or, la sécurité, par exemple, de vos cartes bancaires, elle se base sur les nombres premiers. Donc ça veut dire que si quelqu'un réussit à craquer la fonction zeta de Riemann, il peut soit décider d'empocher 1 million de dollars, soit craquer le système bancaire mondial. Parce qu'en effet, en gros, on pourrait potentiellement trouver tous les nombres premiers grâce à cette fonction. On pourrait aussi avancer dans des secteurs majeurs comme la cryptographie ou l'informatique, même en général, du genre P égale NP. On pourrait aussi résoudre d'autres problèmes comme la conjecture de Hodge pour gagner 2 fois 1 million, donc 2 millions, ce qui est pas mal. Et finalement, celui qui réussira à trouver la solution à ce problème gagnera aussi popularité, sex appeal et fortune auprès des mathématiciens. Donc ça reste quand même assez limité. Bref, problème suivant. Bon, alors, maintenant on s'attaque au dernier problème dont on va parler, c'est-à-dire la théorie de Yang-Mills. Et donc, cette théorie, elle a attrait, comme les équations de Navier-Stokes, aux sciences physiques. Sauf que là, on va parler de physique quantique. Voilà. Ouais, j'ai vraiment gardé les théorèmes les plus chiants pour la fin. Bon, alors, abandonner toute forme de logique, parce qu'on va explorer un monde aux lois qui ne font aucun sens. Enfin si, parce que si les lois ne faisaient pas sens, on n'existerait pas. On est à base d'atomes en fait. Bon, comme vous le savez peut-être déjà, notre univers est régi par 4 grandes forces. Alors déjà, on a la force gravitationnelle, qui vous permet de ne pas mourir asphyxié parce que l'atmosphère se sera barrée dans l'espace. On a aussi l'interaction forte, qui permet d'empêcher les particules qui composent vos atomes de se barrer et de foutre un peu le sbeul en mode pogo subatomique un peu partout dans votre corps en fait, donc ça vous permet aussi de ne pas mourir. L'interaction faible, qui permet aux particules qui composent les atomes de changer de charge électrique. Et donc finalement la force électromagnétique qui vous permet, en ces temps de confinement, de faire chauffer des plats picards surgelés absolument dégueulasses au micro-ondes, tout en regardant un épisode de Brooklyn Nine-Nine, en ne foutant rien de constructif sur Netflix.
C'est cool quand même. Ces 4 forces, elles fonctionnent à des échelles extrêmement différentes, parce que la gravité, par exemple, elle a une portée infinie, c'est-à-dire que là, par exemple, actuellement, vous êtes attiré par Saturne, mais aussi par une étoile qui se trouve de l'autre côté de l'univers, complètement, enfin c'est assez ouf quand même, réfléchissez-y. D'ailleurs, c'est aussi le cas de l'interaction électromagnétique, c'est juste que cette interaction, bah, elle a une vitesse, en fait, genre les ondes électromagnétiques. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le Soleil, par exemple, on le voit qu'avec 8 minutes de retard. C'est parce que la lumière met du temps à nous arriver. La lumière qui est une onde électromagnétique. Putain, je dis beaucoup de choses quand même. La portée de l'interaction force, elle excède à peine le noyau d'un atome, hein, c'est-à-dire que toute particule située au-delà, bah, elle se casse, elle se barre, franchement. Et enfin, celle de l'interaction faible, elle est 100 fois plus petite. Donc c'est-à-dire que vraiment, c'est au niveau des quarks, pour ceux qui savent, les vrais. Donc c'est vraiment, vraiment petit. Et là où la force gravitationnelle, elle a vraiment été décrite, bon avec Newton certes, mais aussi et surtout avec Einstein dans sa théorie de la relativité générale. On pense à toi, mec. Les autres, elles sont décrites dans ce qu'on appelle la théorie quantique. Donc finalement, c'est une autre théorie qui relève du domaine de la physique quantique. Ça c'est évident, non? Et donc là, des fois, il s'avère que c'est super compliqué de concilier la force gravitationnelle et les 3 autres forces, parce que juste ça marche pas. Les 2 théories proposent une vision différente du monde, des explications différentes. Et donc ce serait super important de créer ce que Stephen Hawking, paix à son âme, appelait une theory of everything, ou en français une théorie du tout. Mais on va garder la version anglaise, c'est quand même mieux. En plus j'ai un accent. Bref, alors un exemple de Theory of Everything qui est super connu, mais quasiment jamais comprise. Donc c'est-à-dire que beaucoup de gens en parlent sans jamais comprendre ce que c'est. Moi compris. C'est genre la théorie des cordes. Donc en gros, ça stipule que à l'échelle quantique, le monde il est en 9 dimensions. S'il n'y a pas de pour représenter ça, vous allez vous cramer le cerveau. Et donc que chaque particule de matière serait en fait comparable à une sorte de corde qui vibre à une fréquence différente. Donc c'est la dualité onde-particule, tout ça. Et donc ça permettrait d'expliquer plein de trucs. Et donc ça pourrait faire office de Theory of Everything. Le seul problème c'est que bah, faut la prouver. Et bref, avant l'émergence d'une théorie comme ça dans les années 2000, les physiciens Chen-Ning Yang et Robert Mills avaient élaboré une autre théorie complexe qui pouvait faire office de Theory of Everything dans les années 50. Bon, alors, je serais probablement pas capable de métaphoriser la chose, c'est super compliqué. Mais il faut savoir que la plupart des choses qui étaient décrites par le modèle ont été confirmées avec l'arrivée des accélérateurs de particules. Donc on sait que cette théorie était pas vraiment très conne. Tu vois, enfin, il y avait vraiment des choses intéressantes dedans. Il suffit en fait juste de prouver 2 points de cette théorie pour qu'elle soit valide. Déjà, c'est l'existence d'une théorie quantique des champs fonctionnels basée sur cette théorie. Et donc, il faut aussi prouver que l'on puisse observer les gluons, donc c'est des particules qui sont liées à l'interaction forte, que sous forme d'amas qu'on appelle les glue balls. Donc, alors ces 2 points, on doit les prouver par le biais de la physique théorique, c'est-à-dire que l'observation, là, ça ne servira à rien, il faut le prouver mathématiquement. Et donc là, ça explique le fait que la confirmation mathématique de cette théorie fasse l'objet d'un problème du millénaire. Elle est plutôt importante, hein, parce qu'elle permettrait tout simplement de comprendre l'univers dans lequel nous vivons de manière totale. Prends ça, Grégory. Bref, voilà, je saurais pas trop quoi dire d'autre sur cette théorie en fait, parce que c'était vraiment très compliqué, il y avait des équations partout, et je n'ai pas... je pense que je n'aurais pas la foi de les retaper dans le logiciel de montage. Voilà, si j'ai eu la foi, bah, elles sont affichées là. Sinon, vous aurez droit à la vidéo d'un chat en train de se faire enculer. Donc bon voilà, moi j'ai à peu près fini mon job, hein. Vous avez vu les 7 problèmes de manière assez générale, en espérant que vous aurez le temps de vous y frotter en cette période de confinement, hein, parce que oui, restez chez vous, faites pas les cons. De toute façon, hein, vous avez pas grand chose d'autre à foutre. Moi, en attendant, j'ai fini mon café, donc je vais juste finir sur bah, abonnez-vous, laissez un like, mets la cloche, et je crois que je deviens un youtubeur, oh mon dieu!